va parler d'Elon Musk. Elon Musk qui a donc racheté Twitter pour près de 44 millions de dollars. Ça a soulevé beaucoup de questions, ça a fait beaucoup réagir et pas que sur Twitter au passage. C'est intéressant de voir que même les médias, les quotidiens, les journaux ou autres en ont fait la une pour beaucoup ces derniers jours. Alors pourtant il y a la présidentielle quand même il y a encore quelques jours. C'est intéressant de voir à quel point ça fait, parler, les questions, les enjeux que ça pose derrière tout ça, notamment d'un point de vue démocratique, de liberté d'expression, d'ambition de cet entrepreneur milliardaire. On va voir du coup tout ça ensemble. J'ai dit quoi? J'ai dit millions. À 44 millions. Non, ce serait très peu cher. 44 milliards, effectivement. C'est un peu mieux. 44 milliards. Sinon, plus de gens, je pense, auraient pu se l'offrir et se l'aurait offert depuis, depuis longtemps. On va donc parler de tout ça. Elon Musk, au passage, avant d'entrer dans les détails, pour le situer et que tout le monde soit bien raccord sur qui on parle, entrepreneur américain, mais aussi canadien. J'ai appris ça il y a quelques jours. Il a la double nationalité, qui a commencé avec PayPal notamment, qui ensuite est allé sur SpaceX, est allé sur Tesla. Il a aussi The Boring Company, qui a un système de tunnel qu'il essaie de concevoir. Il a aussi Neuralink, qui bosse sur des projets d'intelligence artificielle. Bref, beaucoup de choses jusqu'à Twitter. Et donc, cette question: pourquoi, après tout, se pencher sur Twitter aujourd'hui? Et donc, pour en parler, j'ai deux invités avec moi. Leila Merck, bonjour. Bonjour, Déjà, merci pour merci l'invitation. d'être là. Ça fait plaisir. Est-ce que tu veux te présenter, expliquer un peu sur quoi est-ce que tu travailles, ton côté, tu travailles au sein de l'université de Stanford, sur quels enjeux aujourd'hui? Exactement, donc je travaille à l'université de Stanford en Silicon Valley. Je suis coordinatrice du projet de recherche du Content Policy and Society Lab. Donc on peut traduire en laboratoire qui travaille sur les politiques de contenu et leur impact sur la société. Très bien. Et en gros, qu'est-ce qu'on fait? Justement, on travaille depuis un moment, peut-être depuis un peu plus longtemps que Musk, sur la liberté d'expression justement et sur comment la protéger et comment établir en fait des règles de contenu et donc des règles de modération qui permettent d'avoir à la fois un Internet plus safe, qui va lutter contre le harcèlement, qui va lutter contre la violence, qui va lutter contre la désinformation, tout en protégeant la liberté d'expression. Et c'est un équilibre qui est extrêmement compliqué et qui demande beaucoup de boulot, plus que simplement dire « let it go ». Je vais le faire. Et donc, c'est là où on va voir que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. De ton côté, Nicolas Lelouch, bonjour. Bonjour, Tu vas salut bien? Hugo. Oui, très bien, et toi? Tu es très bien, très bien, très bien. Tu es journaliste, notamment chez Numérama. Tout à fait. Numérama, journaliste tech, toi, au sein de Exactement. Numérama, mais il y a plein d'autres sujets d'ailleurs qui sont abordés plus largement au sein du média. Tu as travaillé notamment sur ce sujet-là ces derniers jours. Ouais, un peu trop même, j'ai envie de dire. Une J'ai sorte l'impression, d'overdose ça a commencé le 4 avril, hein, mais depuis le 4 avril, j'ai l'impression que tous les jours, il se passe un truc avec Elon Musk. Tous les jours, c'est de plus en plus fou. Donc là, oui, on est en train d'arriver à la fin de cette histoire, en tout cas en apparence, mais c'est en effet quelque chose d'assez historique qu'on a vécu ce mois d'avril. Et je le dis d'ailleurs dès maintenant, on va renvoyer donc vers Numérama et notamment les articles que tu as pu publier, vers aussi ton compte Twitter. C'est un compte Twitter qu'on peut mettre, comme ça on pourra suivre ton travail dès maintenant. Je vous propose qu'on commence avec le début, justement, ce que tu disais, Nicolas, là-dessus. On en parle depuis plusieurs semaines. Comment ça se fait qu'on en parle depuis plusieurs semaines? C'est quoi? C'est qu'Elon Musk réfléchit à acheter Twitter depuis longtemps? Réfléchi depuis très longtemps, ça c'est clair. Ça fait au moins depuis 2017 qu'il a commencé à manifester sur Twitter des petites blagues du genre tiens, ça vaut combien Twitter? Ah, c'est pas cher, je vais le racheter. Il avait répondu, le tweet est ressorti notamment avec le gars qui y répondait, qui en gros disait si j'avais su ou je ne sais plus quoi. C'était ça, c'est Ouais. exactement. Elon Musk, voilà, c'est une personnalité qui est absolument loufoque sur les réseaux sociaux. Il fait énormément de blagues. On le compare beaucoup au Tony Stark, mais version réelle. Je pense que c'est la meilleure comparaison possible. C'est pas un équivalent de Steve Jobs ou de Jeff Bezos. C'est un personnage sorti tout droit des comics. Mm. Maintenant, ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. Je compare un petit peu ce qu'a fait Elon Musk au comportement d'un prédateur dans la jungle. Le 4 avril, il a annoncé qu'il avait racheté 10% de Twitter, 9,2% précisément. Et à l'époque, on ne savait pas trop pourquoi. Nous, on avait théorisé sur Numérama que peut-être qu'Elon Musk avait des projets long terme, peut-être dans quelques années, pour racheter complètement Twitter. Mais c'était quand même une belle hypothèse et j'y croyais pas moi-même. J'ai écrit ça sans le penser. Et petit à petit, on a vu un comportement évoluer de manière très étrange. D'abord, il a fait une alliance avec Twitter. Twitter lui a dit tiens, Elon, rejoins notre conseil d'administration. On peut travailler ensemble. Tu as plein de bonnes idées. Tu as un utilisateur. Donc, on est sûr que ça peut fonctionner. Elon Musk a dit oui. Il avait l'air ravi de les rejoindre. Il a commencé à proposer des premières nouveautés. Puis, une semaine plus tard, il les a plantés sans aucune raison, sans communication publique. Il a commencé un peu à les insulter sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire qu'il fallait transformer leur QG en centre pour sans-abri. Et le QG de Twitter, il est situé dans une rue à San Francisco où il y a beaucoup de SDF. Donc on peut imaginer que c'était une vraie provocation. Ce n'était pas une blague très élégante d'ailleurs. Ça n'a pas trop plu à Twitter qui a laissé entendre que c'est pas grave et qu'ils allaient continuer sans Elon Musk. Et puis le 14 avril, c'est là où tout bascule. Elon Musk propose de racheter 100% de Twitter, dit qu'il est prêt à discuter avec eux. Et à partir du moment où on est arrivé sur cette étape-là, ils n'ont rien pu faire et ils ont été forcés d'arriver à cette vente. Donc ça arrivait un peu comme ça, progressivement et en même temps assez rapidement, si on comprend un peu le truc, parce que mis à part un ou deux tweets ou des petites propos qui évoquaient tout ça il y a quelques années, c'est vraiment là, en l'espace de 3 semaines, que le truc s'est fait. 21 jours. Et c'est assez majeur là-dessus. Ce qui fait d'ailleurs au passage, et après Léla, je vais te poser une première question, mais que Twitter en soi n'était pas à vendre. Enfin, est-ce que Twitter était à vendre? Est-ce qu'eux étaient prêts à ça? Enfin, c'est aussi une question, pour qu'il y ait un achat, il faut qu'il y ait une vente. Comment est-ce que ça s'est fait? C'est ce qui est paradoxal avec Twitter. Twitter est en vente depuis sa création parce que Twitter est une entreprise, on va en parler je pense tout à l'heure, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, qui n'a pas de modèle économique et donc qui en réalité ne vaut pas grand-chose. Les 40 milliards qu'il a dépensés, ça n'a aucun sens. Jamais Twitter ne vaut 40 milliards. Après, ce qui s'est passé, c'est que Elon Musk a fait un petit peu un gros coup de pression. C'est pour ça que je parle d'un comportement de prédateur. Comme il est actionnaire à 10% de Twitter, si Twitter refuse sa proposition, il peut attaquer Twitter en disant « mais vous allez contre mon intérêt d'actionnaire ». Parce que les actionnaires, c'est dans leur intérêt à eux qu'on rachète Twitter, comme ça ils récupèrent de l'argent et ça leur permet de valoriser une action qui en réalité ne vaut pas grand-chose. Donc Twitter, ils avaient 2 possibilités. Soit ils disaient non, qui était franchement l'hypothèse que je privilégiais, je pensais que c'était ce qui allait se passer, mais après ils rentraient dans un bras de fer et Elon Musk allait peut-être attaquer en justice, d'autres actionnaires allaient peut-être attaquer en justice. Soit ils disaient oui, ou ils négociaient, ou ils trouvaient un autre repreneur en urgence. Et ils ont choisi l'option la plus simple, c'est de dire oui au premier coup, sans négocier, sans tenter de vendre plus cher. Il y a des chances que les banquiers de Twitter leur aient dit qu'il fallait pas refuser cette offre parce qu'elle était trop bonne. C'est bon à prendre quand on sait que c'est pas le réseau social le plus rentable et il y a eu pas mal de difficultés, même s'ils s'en sortent un peu mieux ces peut-être 2-3 dernières années visiblement, ça reste pas la boîte la plus rentable du monde, très Je clairement. crois même qu'ils perdent de l'argent. Bon, voilà, ils ont un chiffre d'affaires de 5 milliards. En tout cas, strictement d'un point de vue financier. Mais du coup, là, je me permets de te poser cette première question. Si l'intérêt financier n'est pas le premier élément qui a pu convaincre Elon Musk d'acheter Twitter, selon toi, qu'est-ce qui a motivé Elon Musk à faire cet achat? Alors déjà, Elon Musk, souvent quand on le compare à Tony Stark, moi je me dis, j'ai beaucoup plus de respect et d'amour pour Tony Stark que je n'ai pour Elon Musk. Moi je comparais un peu au mec qui a inventé Hunger Games. Pour moi, il aurait vraiment ce profil-là, un peu un espèce de personne qui se repaît dans le chaos. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il a eu l'idée, ou du moins la volonté de racheter cette entreprise? Le plan économique derrière, voilà, personne n'y croit. Maintenant, pour moi, il y a 2 options. La première, c'est, et on va pouvoir en discuter, c'est que c'est un coup politique. Et donc, il s'est dit, bon, bah là, je vais m'offrir un instrument d'influence parce qu'en plus, il a plein de raisons de vouloir faire changer la politique, plein de raisons qui ne sont pas forcément des raisons pour le bien commun. Il a plein de raisons donc de vouloir avoir cet instrument d'influence. Ça peut aussi être la volonté d'avoir l'un les plus gros joujoux. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Et sinon, il y a aussi la possibilité, il ne faut pas lui enlever, qu'ils se disent, je vais vraiment vouloir ramener la liberté d'expression sur ce réseau social-là. Sauf qu'en fait, à partir de ce moment-là, même si on lui prête ce crédit-là, moi, j'ai envie de mettre une grande banderole en disant c'est pas la bonne méthode. C'est ni la bonne méthode, ni la bonne. Et en fait, s'il fait ça, pour moi, il n'a juste rien compris à la façon dont on protège la liberté d'expression. Donc, gros warning et gros doute là-dessus. Et pour qu'est-ce qui fait que pour toi, tu crois pas à cette méthode-là et tu crois pas que. Parce que pour donner un peu certains éléments déjà d'explication de ce qu'on évoque ici, Elon Musk, dans ses déclarations ces derniers jours, a globalement fait comprendre que il voulait un espace avec davantage de liberté d'expression, davantage de moins de censure, pour reprendre, il me semble que c'est un terme qu'il a pu utiliser, sur les réseaux sociaux et donc notamment sur Twitter. Après, il a un peu modérer entre guillemets ces propos-là en disant qu'il voulait quand même modérer certaines choses, supprimer des contenus, etc. Mais globalement, la philosophie d'Elon Musk, cette philosophie de en fait, moins de modération, moins d'intervention, soit des plateformes, soit de l'État, mais sur ce qui peut être dit par exemple, et c'est ce côté très libertarien. Toi, comment est-ce que tu vois cette question-là et qu'est-ce qui fait que selon toi, c'est pas Elon Musk n'ira pas sauver la démocratie avec ce genre de coup? Plein de choses. Déjà, pour terminer par ce mot libertarien, tout le monde dit oui, il est comme ça parce qu'il est libertarien.
il y a plein de libertariens qui ne seront jamais d'accord avec ce que fait Elon Musk. Il y a par exemple Rowan Ojian, qui est un libertarien, qui s'est toujours défendu et présenté comme un libertarien. Et vraiment, je vous invite à mettre des références par rapport à son travail. Et pour lui, il n'y avait qu'une seule règle dans la vie, c'était ne pas nuire aux autres, rien de plus. Or, ce que propose la vision de la liberté d'expression, en tout cas que propose Elon Musk, c'est une liberté d'expression qui s'apparente aussi à la liberté d'oppression. Et donc finalement, c'est un peu pour moi la même chose à dire. Voilà, il compare souvent à Town Square, à de l'espace public. L'espace public, aujourd'hui, si on laisse les gens faire tout sauf des meurtres et de la pornographie, ça reste beaucoup de choses pas hyper sympa et pas hyper chouette à faire avec les autres. Et donc si demain on a par exemple tout le monde qui arrive et qui se met à donner des coups de pied à un individu, techniquement c'est pas du meurtre, c'est ok. Et donc en fait pour moi la façon dont il voit la modération de contenu et en le plaçant on va dire dos à dos avec la liberté d'expression, il fausse complètement le débat à l'origine parce qu'il les présente comme deux choses qui sont antagonistes. Alors que lorsqu'on travaille sur ces questions-là, et Dieu sait que moi je passe mon temps à bosser sur les sujets de liberté d'expression, que vraiment c'est mon obsession, je suis une radicale de liberté d'expression, il n'a pas le monopole de la radicalité, et ben je me rends compte qu'en fait le meilleur moyen de la protéger c'est mettre plus de règles. Et il y a un exemple que je trouve assez intéressant et qui montre bien qu'est-ce que c'est que ce besoin de plus de règles. Le code de la route, on connaît tous le code de la route. Aujourd'hui, à quoi sert le code de la route? Et ben, il sert à se dire que lorsqu'on va sur la route dans des véhicules différents, et ben, c'est pas priorité au tank en fait. C'est chacun, quelle que soit la puissance de sa voiture, peut partager la route. Et ça ne veut pas dire où est-ce qu'on va, ça ne veut pas dire ce qu'on fait, c'est juste un moyen de partager l'espace public. Et ben, c'est peut-être cette chose-là que lui, il ne voit pas. Mais avec quel degré, c'est ça aussi la question, parce que dans le cas où, là dont on parle d'Elon Musk, ce qu'on comprend bien, c'est que au début, alors, il y a eu ce discours très, qu'on a bien compris, de pas de modération ou machin, ou le moins possible, ce qu'il a ensuite essayé un peu de nuancer dans les jours qui ont suivi en disant si, il y aura quand même une modération sur tel ou tel type de contenu. Est-ce qu'on sait d'ailleurs un peu aujourd'hui ce qu'il veut faire réellement? Est-ce que c'est encore un peu flou? Après, on verra qu'il y a une question de toute façon au niveau des lois, notamment à l'échelle européenne, mais est-ce que lui, dans son ambition, c'est clair aujourd'hui exactement ce qu'il veut faire? Il n'est pas clair. Il n'est pas clair parce que, pour plein de raisons, lui, il présente sa vision comme la liberté d'expression absolue. Je pense que c'est un terme qui ne te plaira pas, Leïla. Moi, je suis une absolutiste de liberté En tout cas, d'expression. mais sa vision à lui. Mais ça dépend comment. Moi, c'est la liberté d'expression absolue pour tout le monde. Ouais. Et donc, ça veut dire, comme la liberté, que ça s'arrête pour pouvoir permettre à certains d'en profiter. Lui, il est sur une liberté d'expression absolue et donc finalement, c'est un peu chacun avec sa plus grosse arme. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est la définition de liberté d'expression. Moi, je suis pour une liberté d'expression pour tout le monde. Lui, il est pour ceux qui arriveront à la conquérir. Donc, ça, c'est assez la vision d'Elon Musk depuis longtemps, c'est que les réseaux sociaux, les entreprises en général, il a notamment accusé Netflix de diffuser trop de contenu avec des acteurs LGBT à l'écran, qu'il y a une doctrine wokiste, une doctrine gauchiste qui serait répandue dans la Silicon Valley. Et lui, sa vision, c'est de casser ça. Donc, ce qu'il appelle liberté d'expression absolue, en réalité, c'est plutôt un déplacement du débat vers des idéologies de droite en réautorisant des choses qui sont interdites. Après, le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus chasser la droite et dire que la droite, c'est mal, parce que ce que veut autoriser Musk, et c'est ce qu'il a fait lui-même ces 2 dernières années, par exemple, c'est des contenus anti-vax qui sont complètement assumés. Lui-même, au début du Covid, a nié l'existence de la pandémie. Il a laissé entendre que ça allait rapidement finir et que tous les chiffres disaient qu'il n'y avait rien et qu'on ne devait pas avoir peur de sortir sans masque. C'est quand même extrêmement limite parce que ça peut mettre finalement d'autres personnes en danger. Mais si on réfléchit dans sa logique de liberté d'expression absolue, on ne devrait pas combattre une idée par l'interdiction, mais par une contre-idée. Sauf que ça ne fonctionne pas, on l'a toujours vu, et c'est ce qui permet à des idées nauséabondes finalement de se dégager. Donc là, aujourd'hui, en effet, il rassure, il dit qu'il veut rester dans le cadre de la loi, mais il oublie quelques paramètres qui sont quand même assez inquiétants. C'est que la loi aux États-Unis, c'est pas la loi en France. Et c'est encore moins la loi dans des pays autoritaires qui sont encore plus stricts là-dessus. Et Twitter, il n'y a pas une version pour chaque pays. Donc c'est là où on peut être assez inquiet sur sa vision de la liberté d'expression. Par ailleurs, Elon Musk lui-même justement a essayé de répondre ces derniers jours sur Twitter justement à ces critiques-là, sur sa vision des choses. Il a commencé à esquisser certaines choses qu'il pourrait mettre en place. Il parle notamment de l'idée d'aller supprimer ou en tout cas limiter la présence des bots. Il y a une question aussi sur l'anonymat qui se retrouve posée. Est-ce que lui considère que ces éléments-là, ça pourrait être des choses pour limiter un climat délétère, souvent sur Twitter, il faut quand même dire les choses. Carrément, et ça serait pas forcément une mauvaise chose si une chasse contre les bots, contre les spams est vraiment menée sur Twitter, parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que Twitter n'a aucun contrôle, c'est parce que Twitter s'en fout. Et je suis désolé de le dire, c'est une des entreprises les moins bien gérées au monde, c'est aussi pour ça que c'est étonnant qu'elle coûte aussi cher. Donc là-dessus, eux, ils ont fait une bonne affaire en se revendant à Elon Musk. Mais oui, lui a peut-être une vision qui est un petit peu plus cohérente et une envie d'améliorer le produit, qui est aussi due au fait qu'il en est utilisateur
utilisateurs et que c'est quand même pas mal d'avoir un des mecs qui tweet le plus parmi les grosses célébrités qui se retrouve à la tête de ce service. La limite quand même à ça, c'est que la solution numéro 1 qui est pour l'instant évoquée pour supprimer les bots, c'est de vérifier l'identité de tous les utilisateurs. Je ne suis pas sûr que Twitter ait un futur s'il commence à demander la carte d'identité de tout le monde avant de tweeter. Et il y aura forcément un décalage entre la réalité et la faisabilité des choses. Et Léla, sur ce qui est proposé, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui par Elon Musk pour justement, selon lui, permettre un climat plus sain sur Twitter? Et qu'est-ce que toi, tu portes comme regard sur ça? En fait, moi, je trouve que Elon Musk, il met toujours le doigt sur les bonnes choses. Il pointe du doigt des choses qui posent problème. La préservation de la liberté d'expression en ligne, c'est un vrai sujet. À l'heure actuelle, il y a des risques de censure qui sont réels et on est les premiers à le dire. Sauf que lui, à chaque fois, il propose des solutions qui, pour nous, ne sont pas les bonnes. Exemple, on a un vrai problème de liberté d'expression, on a un vrai problème de mettre en avant différents types de paroles, et pas que du côté de la droite, aussi du côté de la gauche, et on pourra peut-être en parler, mais il y a des recherches qui montrent que Internet est plutôt de droite, et ça, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas moi qui le dis, ça a été montré. Mais la solution qu'il propose, c'est moins de modération, du coup, ça va être beaucoup plus d'approximation et moins de liberté d'expression. Et pareil, il dit que les plateformes ne sont pas assez transparentes. Mais oui, elles ne le sont pas assez. Je passe mon temps à essayer d'obtenir des infos de ces plateformes-là. Sauf que lui, il propose la solution miracle qui est d'ouvrir l'algo. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'ouvrir l'algo ? Combien de personnes sont capables de comprendre ? Et en plus, l'algo, c'est pas qu'un algo, c'est de quelles données est-ce qu'il se nourrit, comment est-ce qu'il évolue. Et c'est même une fois que l'algo a pris la décision, parce qu'on parle de 2000 modérateurs, mais quasiment tout est pris par des algorithmes, par des algorithmes d'IA. Et c'est pas si mal, parce que les contenus sont si violents que moi, je préfère parfois que ce soit des machines qui s'en occupent. Mais en fait, une fois que la décision a été prise, ce qui compte, c'est qu'on puisse l'expliquer. Donc si vraiment, et moi, Elon Musk, si vraiment tu veux faire des choses chouettes, je pense qu'il nous écoute en plus, donc c'est l'occasion de... qu'il nous écoute, mais mets ton génie au service d'algo beaucoup plus éthiques, d'algo beaucoup plus transparentes, d'algo qui permettent d'expliquer la décision pour que la plateforme soit responsable d'enlever les contenus nocifs et soit responsable aussi d'expliquer pourquoi elle les enlève. Là, c'est sur la question de Twitter. On l'a bien compris, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de questions en ce moment. Il y a aussi la question plus large du projet d'Elon Musk en tant qu'entrepreneur avec toutes les boîtes qu'il a en ce moment et ce qu'il est en train de construire. Tu le disais, Léla, dès le début, c'était, selon toi, ce rachat par Elon Musk, c'est un rachat pour exercer une forme d'influence. Je crois que c'est un des termes que tu as utilisé. De quoi on parle exactement ? Qu'est-ce qui fait que ce rachat est aussi un objet d'influence ? Et pour aussi prolonger la discussion ou le parallèle, je vois que c'était quelque chose d'évoqué dans le chat. On a en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, mais des milliardaires qui vont acheter des médias, des quotidiens, des journaux ou autres qui leur appartiennent aussi. Là, on a Elon Musk, qui est un autre milliardaire, plus riche peut-être que ceux qui achètent des journaux, mais qui décide. Alors, on voit que Jeff Bezos aussi a un média aux États-Unis, mais bref, on a Elon Musk qui achète un réseau social, une plateforme. Est-ce que c'est les enjeux similaires ? Est-ce que c'est une même volonté d'influence ? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait se traduire ? Alors, pour du coup répondre en deux temps, la première partie, c'est... Je ne peux pas dire c'est sûr qu'il a un projet parce qu'encore une fois, je ne suis pas dans sa tête. Donc, ce serait vraiment être présomptueux que de savoir ce que veut faire Elon Musk. Quand même, parfois, je ne suis pas sûre qu'il soit lui-même au courant. Mais il est assez probable, quand on tient compte du fait que, s'il veut protéger la liberté d'expression comme ça, ce n'est pas la bonne méthode. 2, ce n'est pas une entreprise qui sera économiquement rentable. Et s'il veut protéger la liberté d'expression, ça va lui coûter cher. Et 3, on a ce qui s'appelle les midterms. À la fin d'année aux États-Unis, donc c'est les élections de demi-mandat, qui vont être hyper importantes pour le pouvoir. On sait qu'en ce moment, c'est Joe Biden qui est au pouvoir, et que lui, il s'est bien rendu compte que de manière discrétionnaire, et c'est ça le problème, des personnes chez Twitter ont pu décider de virer Donald Trump du réseau. Qu'est-ce qui ne pourrait pas l'empêcher de virer, lui, les hommes politiques qui ne voudraient pas voir, et donc potentiellement de virer Joe Biden. Et on voit bien dans le passé d'Elon Musk que ce n'est pas la première fois qu'il défend la liberté d'expression tout en se permettant de censurer absolument tout ce qu'il veut. Il y a plein d'exemples là-dessus, notamment dans son entreprise Tesla. Donc on peut se dire, ça, c'est une opportunité de faire remonter, on va dire, les républicains au pouvoir. L'autre chose, c'est qu'il a une entreprise qui s'appelle Neuralink. Le camp donc, de Donald Trump pour oui, exactement. Donc la partie droite conservatrice des États-Unis. Et il y a une autre chose, c'est qu'il a une entreprise qui s'appelle Neuralink, avec laquelle il tente de faire des expériences sur des cerveaux. Aujourd'hui, le droit international et même américain, il n'est pas super chaud pour ça. On pourrait tout à fait imaginer que dans un espèce de plan un peu d'échec, là, il a passé son premier pion, mais à la fin, il veut faire tomber le roi. Faire tomber le roi, c'est prendre le pouvoir aux États-Unis, changer les règles, faire toutes les expérimentations qu'il veut et pouvoir assouvir son fantasme technologique, qui est donc de brancher potentiellement des choses sur les cerveaux. Ça pourrait être, pour lui,
une étape, en fait, finalement, et donc pas du tout la fin, une étape dans le fait de pouvoir arriver et aboutir à ces effets technologiques. Et à ce moment-là, quelle est vraiment la différence avec les autres milliardaires qu'on cite? Effectivement, il y a un vrai sujet sur le contrôle des milliardaires de différents journaux. Maintenant, je ne mettrai pas ça sur un pied d'égalité avec Elon Musk parce que les milliardaires, ils ont toujours racheté avec un groupe. Donc, c'est le groupe appartenant à tel milliardaire qui a racheté ça. Souvent avec des grosses négociations en termes d'indépendance de la part des journaux. Les journaux disaient, mais attention, nous, si on n'a pas telle et telle garantie, on n'y va pas, alors que chez Twitter, ce n'est pas vraiment le cas. C'est la première fois ever qu'un milliardaire sort de sa poche, en argent de poche, quelque chose pour acheter à lui tout seul un réseau. Et là où, effectivement, on peut imaginer qu'un Elon Musk, on le voit d'ailleurs ces derniers jours, peut fixer ses propres règles et peut se dire, tel réseau social-là, je peux décider de fait de ce qui est publié ou non dessus, parce que je peux décider potentiellement des règles qui sont dessus. Ouais, pour terminer. Il pourrait, mais ça irait à l'encontre totale de ce qu'il prétend. Lui, il dit qu'il est là pour libérer complètement la parole, et j'ose espérer qu'il ne va pas commencer à supprimer les comptes des gens qui ne l'aiment pas une fois qu'il arrive au pouvoir. Après, par contre, ça soulève une autre question, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, en tant qu'entité, c'est une entreprise basée aux États-Unis qui ne faisait que ça. Là, Elon Musk, c'est un être humain, donc une seule personne, pas une entité, qui a plusieurs entreprises basées dans plein de pays. Il y a un exemple qui tourne beaucoup en ce moment en ligne et qui est pour moi hyper inquiétant, c'est Tesla qui a une usine en Chine qui est hyper importante, qui produit d'ailleurs certains véhicules qui sont livrés en Europe, qui a des relations assez bonnes avec le parti communiste. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui si le gouvernement chinois demande à Elon Musk de supprimer un compte qui défend les Ouïghours, par exemple? Twitter, ils pouvaient ignorer parce qu'ils n'étaient pas présents en Chine. Elon Musk, lui, il est présent partout à travers ses différentes activités. Et donc là, ça soulève un autre problème. Donc j'ai envie de terminer par une petite théorie. Moi, je ne serais pas étonné, parce qu'il y a des clauses dans cette offre de rachat, que Elon Musk finisse par abandonner dans quelques mois l'opération de rachat, ou alors le confie à un de ses amis et ne s'en mêle pas trop, parce que le risque pour lui, en étant propriétaire de ce truc, aujourd'hui, il est bien vu, parce que Tesla, ça révolutionne les véhicules électriques, SpaceX, ça fait énormément de bien à l'industrie spatiale. Un truc comme ça, c'est des emmerdes. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot que ça pour Twitter. On a vu Mark Zuckerberg au Congrès, auditionné partout en Europe. Tous les patrons de réseaux sociaux, ils ont des problèmes. Elon Musk, avec sa politique de non-modération, il va avoir encore plus de problèmes que les autres. Donc pour lui, il y a un moment où peut-être que ce jouet, il va finir par s'enlacer. Je ne sais pas si ça sera après le rachat ou avant, mais je ne pense pas qu'Elon Musk soit le patron de Twitter hyper actif à la manière d'un Mark Zuckerberg chez Facebook. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir justement participé à cette discussion. C'était intéressant d'avoir vos opinions et vos analyses sur ces deux sujets.